Alors d'abord, je voudrais féliciter Laurent Chiche pour ce brillantissime exposé et je suis extrêmement ravie parce qu'on va se rejoindre. Mais Laurent, en partant de la pathologie adulte, moi aussi d'une certaine manière, et en revisitant et soulignant combien les événements précocissimes prénataux, voire antéconceptionnels, mais j'irai pas jusque-là, même s'il y a des travaux là-dessus, déterminent un certain nombre de symptômes ultérieurs. Et aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler, ça s'appelle éviter les mécanismes du tunnel à l'éclairage des manifestations chez le Alors, jeune là, enfant. je ne sais pas si c'est moi, mais on t'entend un peu entrecoupé. Je ne sais pas Ah si bon? c'est ma C'est connexion à moi. peut-être la qualité de ma connexion. Vous me dites Ah, si vous m'entendez pas. C'est mieux? je ne sais pas si pour les autres Non, c'était aussi ça coupe coupé. aussi de notre côté, Jessica. Ok, Alors, attends. peut-être que tu peux sinon enlever la vidéo le temps de la présentation pour Oui, je que vais ça faire aille ça. Je vais enlever ma vidéo. aussi. Alors, Voilà. arrêtez par. Et ce sera mieux parce que je suis connectée sur mon téléphone. Alors, euh, c'est Oui, mieux là, c'est mieux. comme ça, vous m'entendez mieux? Voilà. Ouais. Donc voilà, c'est peut-être le temps de ton intervention et puis après pour la discussion, tu pourras peut-être la Et remettre. j'ai même pas mis les logos de Liège. C'est une intervention que j'avais présentée au congrès de la Société neuropsychanalyse à Trieste en 2024, qui était entièrement consacrée aux troubles neurologiques fonctionnels. Alors, je ne vais pas vous réexpliquer ce que c'est que le trouble neurologique fonctionnel parce que je pars du principe que vous connaissez. Il y avait déjà eu une intervention là-dessus. Je vais simplement vous dire comment le propos aujourd'hui, ce sera de parler des troubles neurologiques fonctionnels dans la petite enfance ou dans l'enfance parce qu'il y a des symptômes de conversion dans l'enfance qu'on connaît très mal, qui sont beaucoup moins connus que ceux de l'adulte. Et ils peuvent nous permettre de revisiter les mécanismes puisque ce sont on va saisir le symptôme et l'organisation dès leur arrivée sans que ni le développement ni les aléas des événements de vie ne le remobilisent trop. Et donc, ce sont dans ces situations assez particulières et rares que je vais essayer de vous convaincre que les racines probablement des troubles neurologiques fonctionnels se situent assez précocement et qu'au fond, la raison pour laquelle on a souvent du mal à comprendre le mécanisme du trouble neurologique fonctionnel, c'est parce qu'il n'y en a pas un, mais il y en a plusieurs. Je vous rappelle simplement la classification nosographique entre la classification internationale des maladies, le DSM-4 et le DSM-5. À chaque nouvelle définition, à chaque nouvelle catégorie des diagnostics, ça change. Avant, je l'ai gardé en anglais pour qu'on voit bien, parce que c'est la formulation princeps. On a ce qu'on appelait les troubles somatisation dans la CIM-10 et le DSM-4 qui sont maintenant regroupés avec la conversion dans ce qu'on appelle le trouble de symptômes somatiques et apparentés. Le trouble de symptômes somatiques lui-même, SSD, comprend ce qu'on appelle le désordre douloureux, la somatisation et le désordre dysmorphique. L'hypocondrie est quelque chose qui fait partie de ces symptômes somatiques et apparentés, mais ce qu'on appelle maintenant le trouble d'anxiété lié à la maladie. Et puis, il y a le syndrome qui s'appelait conversion, qui s'appelle maintenant trouble de symptômes neurologiques fonctionnels. C'est quand vous avez une manifestation fonctionnelle qui a l'allure d'un trouble ou moteur ou sensoriel ou cognitif, mais qui n'en respecte pas ni la systématisation, ni d'ailleurs l'éthiopathogénie, et qui se manifeste sous forme fonctionnelle, avec, comme ça a souvent été montré, une mise en silence de la zone, par exemple motrice, qui est incriminée. Si vous avez une paralysie de la main droite, vous avez l'aire motrice de la main droite, pardon, qui est muette. Et puis vous avez dans ces autres SSD les facteurs psychologiques affectant d'autres conditions médicales et d'autres symptômes somatiques. Le trouble factice n'en fait plus partie. On le met là, mais au fond, ça ne se range pas là-dedans. Donc, ce rappel rapidement fait sur le plan nosographique, je vais en revenir à la clinique. Et la question était, est-ce qu'on a un ou plusieurs types de troubles fonctionnels moteurs et somatosensoriels? Donc, on n'est pas d'accord selon les différentes classifications.
Les TNF offrent une excellente opportunité d'accéder au paradigme de l'équifinalité. Et ce que ça veut dire, comment plusieurs processus peuvent aboutir à une même symptomatologie alors qu'ils sont d'étiologies différentes. C'est-à-dire, c'est un peu une énigme en psychopathologie, comment on peut aboutir à un même symptôme avec les mêmes processus. Selma Ebeck, qui est une neurologue qui travaille en Suisse, a toute une équipe qui travaille sur les processus neurobiologiques à l'œuvre dans les symptômes neurologiques fonctionnels. Et on voit qu'on est loin d'avoir épuisé les questions concernant la genèse de ces troubles et que ça reste encore quelque chose de très fascinant et de pas très très bien connu. Alors, on sait qu'il y a des facteurs prédisposants, précipitants et de maintien, ce qui est assez classique dans les pathologies, qu'elles soient d'ailleurs psychiatriques ou autres. Les facteurs prédisposants, alors il y a eu beaucoup de travaux, je vous cite ce qu'on retrouve le plus fréquent, et là je vous parle des troubles neurologiques fonctionnels chez l'adulte, un environnement familial précaire et des événements de vie négatifs, chose qu'on ne retrouve pas chez l'enfant. Des événements traumatiques assez fréquents chez l'adulte, avec notamment, ce qui est important, c'est l'impact de l'événement de vie plus que la nature même de l'événement lui-même, c'est-à-dire comment le sujet a fait face ou pas à cet événement de vie. Des particularités de l'attachement et un bon nombre de travaux, et j'y reviendrai, qui travaillent sur les attachements particuliers qui seraient des facteurs prédisposants. Et puis, toute une série de travaux qui se développent depuis une dizaine d'années sur le défaut de traitement de l'interoception, c'est-à-dire quand on travaille sur des scores de précision interoceptive, hein, on trouve qu'ils sont plus faibles qu'en population générale et qu'ils sont corrélés à l'évitement, la dépression et la difficulté à exprimer des émotions. C'est-à-dire, comment pouvez-vous identifier, reconnaître ou être attentif à un certain nombre d'afférences interoceptives. Les facteurs précipitants, c'est ce qu'on appelle l'amplification somatosensorielle, c'est-à-dire d'une perception somatique, l'amplification qu'on lui donne de manière cognitive ou de manière somatique. Tous les événements sociaux sont précipitants, le stress scolaire notamment chez l'enfant, et puis des facteurs mixtes, notamment des difficultés attentionnelles, exécutives et mnésiques qui ont été notées par Kasia Koslowska, j'ai fait une faute à son nom, et puis les facteurs de maintien, l'activation du système nerveux autonome qui tend à maintenir ces perceptions erronées ou exagérées, et puis la composante immuno-inflammatoire, et Kasia Koslowska a aussi étudié ça chez les enfants, mais on sait maintenant que cette composante immuno-inflammatoire est tout à fait importante dans le maintien de ces pathologies. Alors, quand on cherche à comprendre quel est le ou les mécanismes de ces troubles neurologiques fonctionnels, et vous voyez qu'on a un peu avancé en parlant des facteurs prédisposants, précipitants de maintien, on va chercher sous le lampadaire, c'est-à-dire qu'on va chercher là où on pense que ça va générer le trouble, mais les travaux que je vais vous montrer montrent qu'il y a certainement plusieurs lampadaires et que plutôt d'aller s'éclairer et puis d'errer d'un lieu à un autre, c'est peut-être d'une perspective beaucoup plus large qu'il faut, c'est à partir d'une perspective plus large qu'il faut se situer. Et donc, je vais repartir des travaux de Freud. Freud nous disait, les hystériques souffrent de réminiscence. Il avait en cela probablement raison, mais de quelle réminiscence souffre-t-il? Il avait proposé déjà 3 sous-types de conversion de 1894 à 1923 qu'on connaît finalement pas très bien, conversion qui est donc l'ancienne appellation des troubles neurologiques fonctionnels, conversion hystérique, et je vais vous les présenter pas dans l'ordre chronologique, mais dans l'ordre de celles que l'on retrouve le plus souvent. La première qu'on connaît la mieux, c'est ce qu'on appelle l'hystérie de rétention, c'est ce que Freud appelait l'hystérie de rétention, qui est avec peu de clivage de la conscience, pas de réaction à l'excitation traumatique et un traitement par abréaction. Excusez-moi, non, je vous le présente pas par, je vous le présente par plutôt élément chronologique. Chronologique dans ce qui se passe chez le sujet et non pas la description freudienne. Et ce que Freud a décrit en 1923, il dit,
Ce qui se passe, c'est qu'il y a un certain nombre d'expériences qui ne sont pas refoulées, comme l'hystérie de défense qui est la troisième ici. Elles sont tout simplement non inscrites car elles se produisent au moment où le bébé est tout petit, au moment où il est préverbal et qu'il n'y a pas encore de transformation de ces expériences ou de métabolisation dans des formes représentatives langagières parce que l'enfant n'a pas encore acquis ces compétences-là et qu'elles restent inscrites sous forme préverbale. Elles sont précoces, douloureuses et pas forcément traumatiques. Et c'est ce qu'il a appelé le troisième inconscient. J'y reviendrai en 1923. La deuxième description que Freud avait donnée sont les états hypnoïdes, qui sont ces expériences qui sont non transformées parce qu'elles sont, en raison de leur nature traumatique qui vient faire effraction dans le psychisme du sujet et qui restent donc vivaces. Elles provoquent donc quelque chose d'un phénomène dissociatif, un clivage secondaire de la conscience qui font que les représentations sont séparées de la communication associative avec le reste de la conscience et qu'à ce moment-là, une partie du psychisme va se trouver pris dans cette expérience traumatique sans cesse répétée qui génère ces états hypnoïdes avec le reste du fonctionnement du sujet qui continue de manière tout à fait ajustée. Ce sont les grandes expériences d'hystérie à la Charcot qui généralement étaient liées à des expériences d'abus sexuels que l'on retrouvait chez les femmes qui avaient ce type d'expression traumatique. Et puis la troisième qu'il a décrite et qu'on connaît beaucoup mieux, c'est l'hystérie de défense. Il y a des représentations que le sujet a, qui sont conscientes, mais qui ne sont pas supportables en raison de leur caractère sexuel. Et à ce moment-là, il y a une intention volontaire du patient de ne pas tenir compte et de d'effacer ou de ranger ou de transformer ces représentations. Mais ces représentations n'atteignent pas, cette intention volontaire n'atteint pas son but, il y a une dissociation de la conscience et à ce moment-là, le refoulement va pousser cette représentation, en général sur une partie du corps qui a un lien symbolique avec la représentation et à ce moment-là, ce clivage va faire, cette dissociation va faire que un organe va être investi de cette représentation avec le reste du psychisme qui fonctionne de manière, on va dire, normale. C'est le prototype du cas d'Aura et des cas que Freud avait décrits. Donc ces trois phénomènes euh, hystériques, Freud les avait décrits. Mais même déjà ceux-là, ils ne se retrouvent pas en général décrits dans les manifestations dites hystériques que l'on retrouve chez les patients. De nouveaux cas pour comprendre les troubles neurologiques fonctionnels qui sont intéressants, et je fais référence à cet article remarquable de Mark Edwards, qu'il a coécrit avec Freestone, et il a emprunté à la théorie belzienne le contexte théorique. Je vais vous le faire assez rapidement. La théorie bayésienne, je le fais vraiment très rapidement parce que je vous invite à lire cet article qui est assez ardu mais tout à fait intéressant. La théorie bayésienne, qui est un calcul statistique, dit qu'au fond, nous passons notre vie à nous construire ce qu'on appelle des priors, c'est-à-dire des anticipations du monde, qui vont ensuite rencontrer la likelihood, c'est-à-dire l'afférence que nos sens, nos perceptions vont recevoir, et réactiver sans cesse, réactualiser le prior, c'est-à-dire la prédiction, pour que l'écart entre ce que l'on va constater et ce qu'on va prédire soit le moins grand possible afin que la surprise, ou ce qu'ils ont appelé aussi l'entropie, soit la moins grande possible pour pas désorganiser le fonctionnement psychique, le fonctionnement du sujet. Donc les bébés sont capables de calcul bayésien et l'hypothèse de Edwards, c'est de dire il y a parfois un défaut dans l'anticipation, c'est-à-dire un prior qui est bien trop précis et bien trop fort, comme celui d'une prédiction, par exemple, d'une perception douloureuse, qui va rencontrer et qui va réinterpréter l'afférence, par exemple, somatosensorielle comme étant trop douloureuse par anticipation, ou alors il y a une hyper attention qui est donnée à l'afférence
interoceptive ou extéroceptive, qui va décaler l'anticipation du côté de ces afférences-là et que ces deux mécanismes, défaut de prédiction ou valence trop forte accordée à ce qui vient de la perception ou de la sensation, enfin de la sensation qui se transforme en perception, va pousser le sujet à transformer la nature des afférences qu'il a. Selma Hayek rajoute que c'est entaché d'une perte de la notion d'agentivité sous influence des émotions, des événements de vie, mais je ne vais pas revenir. Je vous invite à lire cet article qui est paru dans Brain en 2012. Donc, les hystériques souffrent de réminiscence, peut-être souffrent-elles aussi de prédiction et d'hyperprédiction ou d'hypoprédiction ou des deux. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que la contribution des troubles de conversion chez les petits-enfants nous permet de confirmer ces trois hypothèses et d'en ajouter deux autres. Et je vais vous montrer en tout cas comment les symptômes qui apparaissent avant la puberté et la sexualité génitale peuvent devenir des prédictions qui vont en tout cas modifier la manière dont le sujet organise la représentation de ses afférences. Je vais vous présenter 5 cas cliniques qui n'ont pas valeur de preuve, mais qui illustrent mon propos. Le premier, c'est celui d'une petite fille de 20 mois qui a un torticolis soudain et un torticolis tellement important qu'elle est adressée à des chirurgiens orthopédistes qui ne sont pas connus pour être attentifs à la dimension psychique. Elle est suspendue avec une minerve en position d'équilibre, c'est-à-dire la tête en haut et les pieds en bas, pendant une dizaine de jours. Et son torticolis ne s'améliore pas. Ils appellent les neuropédiatres et ils proposent de la plâtrer du cou jusqu'aux hanches pour essayer de réduire ce torticolis. Les neurologues m'appellent et me disent, écoute, va voir, parce que nous, on pense qu'il y a une dimension psychique. Je vais voir les chirurgiens. Je vois la mère et je pressens aussi qu'il y a une dimension psychique et je dis au chirurgien orthopédiste, donnez-moi un mois pour essayer de résoudre cette question et si dans un mois on n'a pas réussi, vous pourrez la plâtrer parce que je vois bien que le plâtrage de cette petite fille n'est pas quelque chose qui va l'aider. Et à ce moment-là, la chirurgienne s'écrie, ah, mais on va pas rien faire pendant un mois. Et le rien faire pendant un mois, c'est pour un chirurgien adresser quelqu'un à un pédopsychiatre. Alors, je vois la mère et là, elle me relate une relation ambivalente avec sa fille et sa propre mère. La petite fille a eu ce torticolis alors qu'elle était dans les bras de sa grand-mère maternelle. La grand-mère maternelle se casse la figure dans les escaliers, elle se fracture les deux fémurs et la petite fille qui était dans les bras de sa grand-mère à ce moment-là déclenche son torticolis, donc événement traumatique déclenchant. Mais à ce moment-là, cette mère me fait part de sa culpabilité d'être à la fois contente de sa maternité. Elle a fait un bébé toute seule sans homme, enfin un homme qui est passé, qui n'est pas resté. Et le sentiment à la fois d'être envahie dans sa vie personnelle, d'être une femme active, une working woman très compétente, hein, et d'être en même temps une étrangère qui n'a pas pris sur sa propre vie. Sa petite fille est très contrôlante, très intelligente, exerce un contrôle actif sur sa mère et cette femme, la mère, développe un sentiment de culpabilité, de colère envers sa propre mère, qui réactive des souvenirs d'enfance qu'elle avait elle-même vis-à-vis de sa mère. Et après 2 séances de récits intenses en présence de sa fille, qui de temps en temps, je la voyais, arrête son torticolis quand on a des épisodes signifiants de relation à sa mère, arrête le torticolis et au bout de 2 séances, elle arrête complètement le torticolis. On peut faire référence aux travaux de Laplanche qui distinguaient 3 types d'inconscient: l'inconscient refoulé, freudien, ces messages énigmatiques au sein de la situation anthropologique fondamentale de la communication adulte-enfant, c'est-à-dire que les messages des adultes sont compromis par leur propre sexualité infantile, qui sont réactivés dans la relation avec l'enfant, mais qui sont, eux, empreints de signifiants sexuels énigmatiques que l'enfant ne comprend pas et qui sont de manière plus ou moins traumatique. Et c'est-à-dire comment le rapport, on pourrait dire, oedipien de cette mère à sa propre mère, hein, et en tout cas de sa réalisation comme femme et de la survenue de cette grossesse dans un contexte assez particulier, a pu être là imprégné d'éléments de signifiants sexuels qui n'étaient pas
entendable comme tel par la petite fille, mais en tout cas agit dans le symptôme. Il a distingué aussi l'inconscient enclavé ou subconscient qui est dénié, clivé chez les psychotiques et qui semble directement lisible, comme retourné comme un gant, avec presque une expression métonymique qui n'a pas été traduit et intégré dans l'inconscient mytho-symbolique, mais là je fais plutôt référence à ces signifiants énigmatiques que la mère a transmis à sa fille sans qu'elle le veuille. Là, on peut concevoir le symptôme de l'enfant comme la projection du conflit maternel, ces signifiants ou traumatiques ou énigmatiques ou sexuels. Ces projections sont énactées par le jeune enfant, mises en acte et produisent des troubles fonctionnels qui sont en général rapidement réversibles. C'est ce que Édouard Tronick avait appelé l'expansion dyadique de la conscience maternelle sur l'interaction et le comportement du bébé, ou ce que Kramer, Palacio Espasa dans l'école psychopathologique suisse avait appelé la matérialisation de la psyché maternelle dans le symptôme de l'enfant. Et là, on peut se demander quel sens de l'agentivité chez cette mère et cet enfant, mais en tout cas, c'est probablement cette projection parentale dans l'expansion dyadique maternelle qui peut expliquer le symptôme. Ça, ce sont des symptômes qu'on a l'habitude de voir chez l'enfant, qui sont souvent des symptômes fonctionnels moins prototypiques et moins neurologiques, qui sont les troubles du sommeil et de l'alimentation. Mais ici, probablement en raison de l'avance psychique de cette petite fille, se sont retrouvés sous forme d'un torticolis. La deuxième situation, c'est un garçon de 3 ans, 2 mois qui a présenté un mouvement anormal des épaules. Il fait des petits mouvements qui apparaissent après une chute. Et là, la mère, on va voir pourquoi, interprète ces mouvements comme un premier signe d'épilepsie dont souffre son fils aîné. L'enfant, on lui pose une attelle et les symptômes évoluent alors vers un bégaiement, puis une perte du langage et une régression comportementale où cet enfant se met à pleurer comme un petit bébé. Ça, c'est survenu après le confinement, pendant lequel la famille nucléaire a été réunie, donc une réactivation de ce qu'on appelle l'attachement de cet enfant à sa famille. Mais l'enfant ne peut pas lire la raison de l'anxiété et de la surprotection maternelle qui projette son inquiétude que l'enfant, le puîné, ne développe une épilepsie. C'est un rappel traumatique qui ne concerne pas l'enfant mais sa mère. Alors à ce moment-là, il y a une réactivation automatique de l'attachement qu'on peut voir au travers du bégaiement et de la perte du langage et le retour à un épisode plus précoce où se nouent les éléments de l'attachement qui se constituent de manière stable autour de 12 mois, puis la réactivation secondaire d'un conflit entre anxiété de séparation et régression avec une injonction contradictoire. Tu es un grand garçon, mais ta mère est angoissée par ça, le fait que tu grandisses. C'est-à-dire, nous avons été très proches, mais au fond, ce lien très proche qui a été réactivé par le confinement euh, peuvent nous faire comprendre que le symptôme contribue à prévenir la séparation d'être avec la mère qui reste toujours avec lui. Dans ce moment-là, on peut penser que la réactivation d'un attachement très particulier est un élément qu'on a retrouvé comme une figure centrale dans les symptômes douloureux et les troubles neurologiques fonctionnels. Et l'hypothèse qu'on a fait, la figure de droite, pardon, c'est un travail que j'ai fait chez des patients, des adolescents douloureux sans qu'il n'y ait de cause médicale retrouvée. On a comparé 44 enfants et adolescents avec ces douleurs à une population d'enfants tout venant. On leur a fait passer une évaluation de l'attachement. Et ce qu'on a retrouvé de manière significative, c'est une surreprésentation d'attachement déactivé, ce qu'on appelle évitant et désorganisé. C'est ce que tout à l'heure l'orateur, M. Chiche, nous a montré chez ces enfants. Donc effectivement, ce qu'on retrouve dans la littérature, c'est la présence d'attachement ou évitant ou désorganisé chez les patients douloureux et chez certains patients qui ont des phénomènes conversifs. Comment on peut le comprendre? L'attachement désorganisé, c'est une diminution du prior ou de la précision intérieure. L'enfant qui a un attachement désorganisé il a eu en général un parent peu prédictible et qui n'a pas de réaction prévisible
lorsque l'enfant est dans une situation potentiellement stressante. De temps en temps, sa mère le couvre de câlins quand l'enfant pleure et de temps en temps, elle lui faut une baffe dans les cas extrêmes parce que les pleurs de l'enfant rappellent un trauma maternel. Donc l'enfant n'a aucune prédiction, aucune confiance épistémique, c'est-à-dire aucune confiance dans la réponse de son tiers secourable. Et donc alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va être ouvert aux sensations intérieures, la douleur comme répétition d'expériences précoces douloureuses qui a une valence traumatique et va donner à ces afférences interoceptives ou à un certain nombre de situations relationnelles ne va pas avoir de prédiction et à ce moment-là va être ouvert à ces sensations comme le proposait le schéma de Mark Edwards. Et puis, le deuxième attachement déactivé, eh bien, c'est au contraire une précision a priori accrue. J'ai eu un parent extrêmement anxieux et chaque fois que j'avais mal quelque part, plutôt que de me faire le bisou magique, ma mère sortait la trousse à pharmacie et m'emmenait chez le docteur et disait que ça va dégénérer. Et donc, le pire est toujours possible. Et comme je l'anticipe comme étant possible, je vais l'éviter. La prédiction va produire une erreur de prédiction constante qui va hyper prédire la douleur redoutée ou hyper prédire qu'à ce moment-là, une simple situation d'attachement va produire un symptôme puisque c'est une espèce de prédiction qui va faire que la catastrophe, l'angoisse va survenir. Et donc ça, c'est un deuxième mécanisme. D'ailleurs, le rôle de la théorie de l'attachement a été montré, et c'est un très beau papier aussi de toujours de Koslowska, qui dit nous sommes des animaux. Et que font les animaux quand ils ont un danger? Eh bien, ils utilisent leur sensorimotricité pour réagir. Devant un prédateur, il y a deux stratégies, l'inhibition, je fais le mort, et l'activation, soit je me sauve, soit je fais allégeance au prédateur. Et à ce moment-là, ce qu'elle a montré, Koslowska, c'est quand il y avait des attachements de type inhibé, le symptôme s'exprimait sur une perte fonctionnelle, anesthésie, perte du langage, etc. Et quand il y avait une stratégie activée avec un attachement plutôt de type anxieux résistant, il y avait des symptômes positifs. Et donc là, on voit que c'est une continuité phylogénétique entre la réaction d'immobilisation et là, la réaction de diversion ou alors de fuite. Et donc, l'idée de la continuité éthologique et chez l'homme entre le choix du symptôme par rapport à la théorie de l'attachement est tout à fait intéressant et c'est une hypothèse qu'on est en train de vérifier dans notre cohorte. Troisième cas, un garçon de 7 ans qui a des malaises non épileptiques. Il a des chutes toniques après que son enseignante qui l'emmène à la piscine lui demande de sauter dans la piscine. Et là, il s'évanouit. Et en reprenant l'entretien avec sa mère, elle nous raconte comment elle a eu une dépression du postpartum absolument terrifique et qu'elle dit qu'elle a été incapable de tenir le handling et à la fois le holding de Winnicott et elle a passé la main, si je puis dire, à son mari qui s'est très bien occupé de l'enfant qui a pu grandir d'une manière harmonieuse. Mais on peut entendre le laisser tomber dans la piscine comme la réactivation métonymique et non pas métaphorique. Je n'ai pas été tenue et je chute de cette réactivation d'être laissé tomber en période de latence que sa mère, peut-être qu'il avait pu vivre de manière préverbale quand il était tout bébé avec une mère qui n'était pas tenante, contenante. Et la régression comportementale transitoire qu'il a eue a été de rejouer la période infantile. Il a eu ses malaises et puis après, il a comme mimé des moments où il se mettait à sucer son pouce, à vagir comme un bébé, et comme s'il rejouait la période développementale pour, au fur et à mesure des entretiens qu'on a eus, pour finalement adopter son symptôme. Ici, c'est quelque chose comme une reconstitution automatique après cette situation de ne pas avoir été tenue, cette mémoire de l'événement précoce qui n'avait pas été transformée parce que l'enfant n'avait pas, dans sa période très précoce, les outils pour le faire, a été réactivée par la similarité entre le contexte actuel, sauter dans la piscine, et la situation dans laquelle l'événement s'est produit, le contexte congruent.
Et ça, j'en ai parlé à Cristina Alberini, qui a fait des travaux neurobiologiques sur des modèles murins de l'amnésie infantile. Et ce qu'elle a publié dans un article extrêmement intéressant de 2017, elle nous explique la nouvelle vision de la maturation fonctionnelle dépendante de l'expérience du système hippocampique résout l'observation paradoxale selon laquelle les expériences précoces oubliées très rapidement, parce qu'elles sont très précoces, peuvent avoir des influences durables sur le comportement adulte pendant très longtemps et pendant toute la vie, ainsi que prédisposer les individus à des troubles psychopathologiques. Et ce qu'a montré Christina Alberini dans ses modèles murins, c'est que la capacité de se souvenir des événements qui ont eu lieu en période d'amnésie infantile ou préverbale peuvent être réactivés lorsqu'ils sont, et c'est ma diapo d'après, lorsqu'ils sont réactivés par une similarité entre l'encodage, les circonstances de l'encodage et les circonstances de rappel. La récupération des souvenirs précoces non transformés, ce serait quelque chose de l'ordre du troisième inconscient, les deux phases d'un même processus d'oublier et de se souvenir. Je vous rappelle ce modèle de la mémoire précoce, comment on introduit l'expérience précoce. La mémoire non déclarative, dite implicite, elle peut se faire lorsqu'il y a un amorçage perceptif, c'est-à-dire que lorsque la perception d'un stimulus cible est influencée par la perception antérieure d'un stimulus principal, c'est-à-dire qu'elle peut être réactivée lorsqu'il y a soit un amorçage perceptif, soit un amorçage conceptuel, c'est-à-dire la facilitation du traitement sémantique d'un mot par l'exposition antérieure à un mot sémantiquement apparenté. Donc, d'avoir quelque chose qui est un peu similaire permet de retrouver ces mémoires implicites non déclaratives dont on ne se souvient pas par définition, parce qu'elles ne sont pas engrammées sous forme verbale ou sous forme représentationnelle. Et le conditionnement classique, c'est l'apprentissage de l'association temporelle entre deux stimuli qui peuvent être présentés de manière soit non conditionnée, soit conditionnée. Je pourrais y revenir, je vais aller vite là-dessus. Et qui mobilise l'amygdale pour des réponses émotionnelles et le cervelet pour des réponses motrices. Et ce qu'on peut penser, c'est que la situation d'attachement, le cas numéro 2, est la réactivation d'un processus non déclaratif implicite des modes d'être avec dans l'attachement chez cet enfant qui avait ces mouvements de l'épaule. Pardon, je vais un petit peu vite. Alors que ce conditionnement simple et le rappel de mémoire épisodique, c'est l'expérience douloureuse très précoce qui est recouverte par l'amnésie infantile, mais qui peut être réactivée par la similarité des circonstances d'encodage et de rappel. Et donc, on voit que ça peut être congruent avec ce qu'on connaît des méthodes, ou en tout cas des processus primaires d'intégration des souvenirs. Et c'est ce que Freud a décrit dans le troisième inconscient. Nous reconnaissons que l'inconscient ne coïncide pas avec leur foulée. Cet inconscient, du moins, n'est pas latent au sens du préconscient, sinon il ne pourrait être activé sans devenir conscient. Et le rendre conscient ne devrait pas poser de si grandes difficultés. Mais nous nous trouvons donc obligés d'établir un troisième inconscient qui n'est pas refoulé. Est-ce que c'est l'inconscient enclavé de la planche et est-ce qu'il est dû ou pas à l'absence de processus secondaire? Le cas numéro 4, c'est un conflit oedipien. Je vais aller plus vite parce que c'est un garçon de 7 ans et demi qui arrive avec son père directement d'avion d'Afrique centrale parce qu'il a une paralysie des membres inférieurs et une aphonie qui sont survenues après un mal de gorge. Je suis restée 2 heures avec cet enfant qui ne marchait pas et qui ne parlait pas. Le jeune garçon m'écrit, puisqu'il ne parle pas, sa compréhension, il m'écrit ça, comme ça, verbatim, vous le lisez. Lisez-le, mais je n'ai compris que quand je l'ai lu phonétiquement. C'est l'hématie qui m'empêche de marcher. Le père, qui est un érudit, me dit, je vous dis, on dit que le DIP africain n'existe pas, mais moi je vous dis qu'il existe et que mon fils en est atteint. L'hématie, c'est les globules rouges et on en vient à construire toute l'histoire de cet enfant. Le jeune garçon, comme sa tante, est atteint de drépanocytose, mais de drépanocytose hétérozygote. Il n'a donc pas de crises douloureuses qui sont provoquées par le froid ou par l'infection. Il a souffert d'un mal de gorge qui, chez sa tante homozygote, entraîne une crise drépanocytaire douloureuse et il a reçu des médicaments anticholinergiques
qui ont déclenché une rétention urinaire. Donc, on lui donne un médicament dont il n'avait pas besoin. Il a un effet secondaire qui l'empêche de faire pipi et il a besoin d'un sondage urinaire que lui fait sa mère. Elle lui fout un tuyau dans son zizi et à ce moment-là, il déclenche ses troubles. Là, on a reconstitué que son angoisse de castration au sens littéral du terme, chez une mère que son mari décrivait comme trop proche de son fils, va réactiver des représentations sexuelles dangereuses et intenses, que le processus de refoulement n'a pas atteint son objectif et que le symptôme a une valeur symbolique très, très importante. Et cet enfant est reparti après les 2 heures de consultation en me disant merci et en courant. Son père m'a envoyé une carte postale un mois après en me disant, je vous l'avais dit, le DIP africain existe bien. J'ai un peu mis les hauts-là dans la relation de mon fils avec sa mère et il va beaucoup mieux, je vous remercie. Là, vraiment le refoulement de représentations sexuelles insupportables que l'on retrouve dans le prototype des conversions chez les adolescents euh, sont, surviennent quand il y a ces représentations sexuelles. Et puis le 5e cas, un enfant de 10 ans qui a fait des crises non épileptiques, mais il a eu une épilepsie précoce. Et là, c'est un modèle de ce qui peut se passer quand il y a un certain nombre de difficultés sur le plan somatique. Une expérience primaire de maladie, il a eu une épilepsie à 2 ans, 10 mois qui s'est stabilisée à 8 ans. Il a eu des expériences traumatiques, des conflits familiaux dans sa famille maternelle et il dit, j'ai été diagnostiqué épileptique il y a quelques années, ça percute. Petit, j'ai cru qu'un orage m'était tombé dessus. Ensuite, il a eu des stresseurs aigus. Ma maîtresse me poussait à me suicider. Pourquoi? Parce qu'il avait des difficultés d'apprentissage et que sa maîtresse ne pouvait pas faire face. Ensuite, il y a eu des éléments iatrogéniques, arrêt progressif du traitement anti-épileptique et c'est là que sont apparues les crises non épileptiques de 2 types, des crises d'angoisse et des crises neurologiques fonctionnelles. Une perception de la menace, il faisait des cauchemars où sa mère et sa sœur se font enlever. Un éveil, en tout cas une activation très élevée. C'est un enfant susceptible, trop gentil, qui avait été harcelé. Une surcharge cognitive avec des troubles des apprentissages liés probablement à la cause de son épilepsie, avec des difficultés en langage oral, écrit, des difficultés logicomatiques, praxiques et surtout un syndrome dysexécutif. Une expérience subjective et motrice, il décrit ses crises d'épilepsie. Ça commence en bas du corps comme un fil qui fait monter une énergie jusqu'à ma tête que je ne peux plus contrôler, une énergie surpuissante. Je me crispe pour que ça ne dégénère pas, ça pourrait devenir une grosse colère qui n'est jamais arrivée. Et puis enfin, un renforcement des croyances sur la maladie. Il aura fallu les CNEP pour qu'ils m'écoutent à l'école. Et donc, vous voyez bien le cercle vicieux de cet engrenage entre une prédisposition et des événements qui conduit à ces crises neurologiques fonctionnelles. Alors, si je reprends le résumé que je vous avais dit, l'hystérie de rétention, c'est le 3e inconscient freudien, c'est l'enfant qui tombe dans la piscine. Les états hypnoïdes, c'est euh, le fait de revivre des expériences traumatiques. L'hystérie de défense, c'est le refoulement. Ce que j'ai appelé le trouble neurologique fonctionnel by proxy, c'est la projection parentale sur l'enfant de conflit non résolu, c'est signifiant énigmatique. Et le TNF par attachement, c'est la réactivation automatique de souvenirs non déclaratifs, ce que Freud appelait le refoulement originaire, un rappel modifié des souvenirs procéduraux. Et donc, si j'essaye d'avoir un schéma en reprenant le modèle de Edwards qui dit, il y a probablement des événements précipitants, des biais cognitifs, des biais affectifs, un sentiment de panique avec les événements précipitants, des croyances personnelles de la maladie et des éléments culturellement déterminés qui font que des bassins attracteurs d'expériences précoces vont rendre particulièrement signifiant le fait d'attirer l'expérience nouvelle vers des expériences antérieures. Et je vais vous résumer les 5 cas qu'on a eus ici. Premièrement, l'événement physique précipitant qui fournit de nouvelles données sensorielles, la chute dans les escaliers pour la petite fille, sur l'épaule pour le petit garçon qui a eu les mouvements d'épaule, dans la piscine pour l'enfant qui a sauté dans la piscine. Donc un événement précipitant.
Ensuite, des biais cognitifs. Je dois contrôler la situation comme la petite fille qui est très contrôlante. La séparation est dangereuse comme le petit garçon qui a eu une surprotection de l'attachement. Je ne peux pas échapper à ma mauvaise expérience quand on a un attachement qui est anxieux évitant ou désorganisé. La proximité avec ma mère est dangereuse. Ensuite, la panique de tomber. Ensuite, les attentes. Ma mère est ambivalente, je garde le contrôle pour la petite fille. Ma mère s'inquiète de mon autonomisation, restons bébé et ne nous séparons pas. Je vais revivre cette terrible période où ma mère est trop proche, prenons de la distance. Et on voit à ce moment-là que l'hyperprédiction peut conditionner la manière dont le symptôme va se produire. Les croyances liées à la maladie d'origine culturelle, on peut s'interroger sur le complexe d'Oedipe en Afrique centrale. Je ne veux pas faire des raccourcis, mais c'est le matériel que le père m'avait apporté. Les biais affectifs, aucun traumatisme émotionnel n'est nécessaire, contrairement à la conversion ou au phénomène neurologique fonctionnel chez l'adulte, mais des expériences antérieures de difficultés développementales normales, comme l'attachement, peuvent produire une succession d'événements qui vont faire que l'enfant va avoir un trouble neurologique fonctionnel. Et enfin, une première expérience douloureuse, psychique, pas forcément physique, peut être réactivée par la similitude des conditions d'encodage si cette expérience s'est produite dans la période critique de maturation fonctionnelle dépendant de l'expérience du système hippocampique. C'est ce qu'a montré Christina Alberini, en tout cas chez la souris. Quand l'événement se produit à cette époque-là, qui est en gros chez l'enfant la première année de vie, le moment où l'enfant ne se construit pas ses représentations de l'événement, eh bien dans ce cas-là, on peut avoir une réactivation de l'expérience précoce. Alors, que révèlent ces situations précoces? Eh bien, l'importance des premières expériences, et là, je rejoins notre orateur précédent. L'automatisation, c'est-à-dire le fait de traiter un événement comme on l'a eu, réduit le coût d'une nouvelle expérience. L'importance du codage prédictif et des priors, des prédictions. Mais ça va dépendre de la nature et du moment de l'expérience. C'est une expérience unique, répétée, agréable, désagréable, ambivalente, prévisible ou imprévisible. Ça dépend du mode et du moment de l'encodage. À quel moment s'est produite l'expérience? Comment était l'environnement? Y avait-il une problématique d'attachement? Et comment est le processus de récupération? Et ce qui va dépendre du stade de développement ou de l'environnement qui va susciter la récupération. Que révèlent ces cas précoces? C'est que c'est un processus à plusieurs niveaux. Le système hippocampique explique comment le passé est oublié et comment il est rappelé. La théorie bayésienne explique comment le passé influence le symptôme, prédiction ou pas prédiction. Le système de rétroaction, le feed-forward, explique le sentiment d'agentivité du sujet. Je ne l'ai pas beaucoup développé, mais on peut décrire une perte d'agentivité dans ce symptôme qui survient contre notre attente. L'attachement explique la nature du symptôme, en plus ou en moins. Le cadre psychodynamique explique l'économie de certains symptômes, mais il existe toujours un passé antérieur au prior, c'est-à-dire l'histoire parentale. Et si on allait fouiller, on verrait qu'en cascade, il y a des éléments qui viennent expliquer pourquoi ces projections parentales, l'attachement, etc., etc. Donc tout ça s'embrique en poupée gigogne. Les implications, c'est que les TNF des enfants et des adolescents illustrent les premières étapes de ce processus non transformé par toutes les autres expériences, qu'il faut être très prudent avec la reconstruction des expériences infantiles à l'âge adulte parce qu'on leur fait dire beaucoup de choses, mais parfois de manière erronée. Et que quand on va intervenir, l'implication, c'est qu'il faut incarner le cadre multiniveau des interventions. Mettre des généralistes, des pédiatres, des psychiatres, des psychologues, des psychomotriciens, des kinésithérapeutes, et peut-être de reconsidérer la compulsion de répétition. Est-ce que c'est un moyen de retrouver des souvenirs précoces en répétant des situations similaires à celles de l'encodage, plutôt que quelque chose qui est une pathologie? C'est peut-être à la recherche de mon expérience hippocampique d'encodage précoce qui va faire que je vais pouvoir remobiliser par reconsolidation ces souvenirs précoces que je ne peux pas mobiliser si je n'ai pas une similitude des circonstances d'encodage et de rappel. Voilà, je vais m'arrêter ici, mais vraiment, les expériences précoces nous permettent de comprendre beaucoup mieux comment ça se passe chez l'adulte. J'ai un peu dépassé mon temps, je vous prie de m'en excuser.